Avant de lancer cet épisode, je vous présente notre sponsor QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs. QuickBooks, c'est un logiciel tout en un, complet, ultra simple et intuitif. C'est l'outil numéro 1 chez les entrepreneurs. Fini les saisies manuelles, toutes les tâches chronophages et récurrentes sont automatisées. La gestion de la facturation et des dépenses est totalement digitalisée. La solution est évidemment 100% conforme à la législation française et le service client est basé en France. En description, QuickBooks vous offre moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Un grand merci à eux de soutenir ce podcast. Bon visionnage. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Renaud Alliou, qui est le cofondateur et le CTO de Preligence. Salut Renaud, comment tu vas ? Salut, merci encore pour avoir l'opportunité de parler à ce podcast et ça va très bien aujourd'hui. Je suis très content de t'avoir dans le podcast. Ça va être le deuxième podcast sur les thématiques de la défense après Unseen Labs. Donc ça va être un échange plutôt intéressant. Sur chacun de mes podcasts, je commence toujours par le parcours avant d'entreprendre. Qu'est-ce que tu as fait justement avant de te lancer ? Est-ce que tu peux m'en parler ? Oui, alors si je reprends, on va dire en rétroactif depuis la création d'entreprise. Donc avant de créer Preligence, j'étais chez Airbus. Je travaillais à différentes positions, donc Airbus Defence and Space qui s'occupe de fabriquer des satellites, de fabriquer des systèmes d'observation de la Terre, des systèmes de défense ou scientifiques. Et donc où j'ai travaillé sur différents sujets, que ce soit scientifiques ou d'observation de la Terre, avec un gros focus quand même un petit peu observation de la Terre et donc satellite qui regarde la Terre. Et puis un focus aussi autour du logiciel et du traitement de données, puisque j'ai beaucoup travaillé sur des systèmes de simulation et des logiciels pour effectuer ces simulations et traiter des données qui venaient des satellites. Avant d'être chez Airbus, je faisais un truc qui ressemblait un peu. J'ai fait un doctorat dans un labo d'astrophysique. Donc là, je travaillais sur de la simulation de données pour une mission scientifique, une mission qui va partir pour Jupiter bientôt sur l'Agence spatiale européenne. Où je travaillais sur simuler des environnements, simuler des phénomènes scientifiques, comparer les données associées, puis voir si ça match et donc si tes hypothèses physiques que tu as fait pour simuler tes données sont confirmées et donc découvrir comme ça petit à petit, préciser nos modèles scientifiques, on va dire. Voilà, et puis avant, un peu plus classique, j'ai fait une école d'ingénieur avec une année à Londres, en France, donc quelque chose de classique. T'es un pur produit du spatial ? J'ai toujours aimé ça, toujours travaillé dans le spatial, dans l'aérospace, depuis un peu tout petit. Ouais, quand t'étais petit, j'imagine que c'était une passion. T'as toujours été passionné. À un moment, je voulais être pilote. Astronaute. Astronaute, astronaute, etc. La recherche m'a toujours un peu intéressé aussi, tout ce qui est côté scientifique. Donc j'ai toujours été un peu là-dedans. Ça a été assez naturel, voilà, d'aller vers cette voie. C'est un peu toujours quelque chose que j'ai voulu faire. Avant Airbus, tu fais une thèse au CNES, notamment. Ouais. Est-ce que tu veux me parler un peu de cette thèse, justement, sur le spatial ? Alors c'était assez inspirant et assez intéressant comme thèse parce que je suis arrivé, on va dire, un simple ingénieur diplômé et c'est vrai que je me suis retrouvé sur une très très grosse mission spatiale donc qui a vocation à aller découvrir les lunes de Jupiter, regarder s'il y a de l'eau en dessous, regarder comment se comporte la physique autour de ces lunes, in fine pour y voir aussi s'il pourrait y avoir de la vie puisqu'il y a dans ces lunes de Jupiter, il y a des océans souterrains qui sont créés par des forces de marée, des choses à la fois exceptionnelles et puis émerveillantes, et puis des choses qui sont à la fois physiquement hyper complexes. Et donc j'ai commencé à travailler là-dessus pour essayer justement de simuler des processus physiques. Donc en fait, c'est un truc assez classique en physique, c'est que tu fais des hypothèses scientifiques, tu as des mesures, et puis pour confirmer ou infirmer tes mesures, tu vas simuler un peu des systèmes, voilà, la planète, le champ magnétique, comment ils interféraient ensemble. On regarde si ça marche, on regarde les résultats que ça fait, est-ce que ce résultat correspond aux mesures. Si ça correspond, c'est que tes hypothèses physiques sont pas mal. Sinon, tu joues sur tes hypothèses physiques. Donc ça, c'était toute ma thèse. Et dans un contexte de mission spatiale où il fallait aller un peu préciser ce qu'on allait regarder, puisqu'on allait envoyer une sonde autour de cette lune, qui est Ganymède, une des plus grosses lunes de Jupiter. Et regarder un peu qu'est-ce qu'on va regarder, comment on va le regarder, quel type d'instrument.
comment les instruments vont réagir à ce qu'on va regarder là-bas. Et donc pour ça, on faisait des simulations et des études et des hypothèses. Donc c'était assez intéressant parce que en astrophysique, on rencontre des gens passionnants. J'ai fait des déplacements à l'Agence spatiale européenne, j'ai fait des choses comme ça où tu vois littéralement des légendes pour les milieux d'astrophysiciens. Donc c'est un milieu vraiment passionnant. Même si après, la recherche est quelque chose que j'adore, mais où j'avais envie quand même d'aller un peu vers l'industrie et vers quelque chose aussi d'un peu plus appliqué des fois et d'un peu plus terre à terre. C'est un peu bizarre à dire. Ouais, c'est clair. Ensuite, tu rejoins du coup Airbus en 2012. Tu y restes pendant 4 ans. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience chez Airbus ? Alors, ce que j'ai retenu chez Airbus, il y a beaucoup de choses. La première chose que j'ai retenue quand même chez Airbus, c'est l'excellence. Donc, la partie Defense and Space d'Airbus, c'est une grosse société, c'est une grosse boîte. Tout le monde sait que les grosses boîtes ont des avantages, ont des inconvénients. Mais il y a un truc chez Airbus Defence and Space, c'est que tout ce qui sort doit être parfait. Parce que ça va dans l'espace. Oui, il n'y a pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Et donc, c'est le souci du détail, c'est l'excellence. Ils vont vraiment très très loin, surtout dans certains systèmes scientifiques. Justement, au début, j'ai commencé à travailler sur des missions, la même mission que j'étais en thèse, où il y a des choses vraiment très très complexes en termes d'ingénierie et de science. Et ils laissent rien au hasard, quoi. Tout est vraiment... c'est de l'horlogerie de précision, parce que quand on fait des satellites scientifiques, on ne les fait pas comme on fait des voitures à la chaîne. C'est vraiment, t'as l'impression vraiment qu'ils sont en train de faire l'horlogerie, quoi. C'est encore assez manuel, beaucoup de trucs qui sont faits à la main. Mais par contre, c'est une précision qui est démentielle et une exigence qui est très très forte. Donc ça, c'est un super côté que j'ai appris chez Airbus et je garderai toujours en tête. Comment se termine ton aventure chez Airbus et justement, à quel moment tu as l'idée de créer Preligens, qui s'appelait avant Airscube. Je crois qu'il y a une histoire parallèle avec SpaceX aussi. Est-ce que tu peux en parler? Alors, il y a ce côté, j'ai parlé des bons côtés, il y a ce côté hyper exigeant et où on touche à des systèmes qu'il y a peu d'ingénieurs qui ont la chance de toucher. Il y avait un côté, par contre, où des fois je trouvais que c'était un petit peu inertiel et j'aurais bien voulu aller un peu plus vite, je suis un peu impatient comme personne. Et en particulier, je voyais d'autres sociétés aux US, donc SpaceX, une autre société qui s'appelle Planet, Spire, des sociétés dans le spatial, qui allaient vraiment, qui changeaient un peu la donne, quoi. C'était, on va dire, la révolution numérique qui arrive dans le spatial, ou des gens qui disaient make hardware like software, ou avec des processus très itératifs, où ils faisaient littéralement des fusées comme on fait du logiciel, c'est-à-dire en faisant des méthodes agiles, en essayant d'être très rapide, et puis en cassant des trucs, et puis quand ça casse, on apprend, etc. C'est ce qu'a fait SpaceX. SpaceX, pour ceux qui connaissent, leurs premières fusées, elles ont toutes explosé. Et donc c'était leur méthode, c'est on lance des fusées, le temps qu'elles explosent, puis au bout d'un moment, il y en a qui n'explosent plus. Ouais. Alors ça paraît un peu stupide comme méthode, sauf que ils ont réussi en 5 ans ou en moins de 10 ans, c'était un peu plus de 5 ans, à créer from scratch un lanceur, quand c'est vrai qu'une méthode traditionnelle, il faut déjà 10 ans pour faire un moteur, quoi. Donc, c'est énorme. Donc ces méthodes-là, j'ai trouvé ça intéressante et du coup, j'ai un moment postulé chez SpaceX. J'ai pas été retenu parce qu'il faut être américain et donc il y a des histoires d'ingénierie tard. Mais du coup, ça m'a titillé ces sociétés innovantes un petit peu différentes. Et en discutant avec Arnaud, qui est mon associé, qui revenait de Chine, il avait des envies similaires d'entrepreneuriat, mais d'entrepreneuriat très tech. Et on s'est retrouvés autour de ça en se disant il y a des choses à faire autour du spatial, autour de l'observation de la Terre, autour globalement de l'espace et de la défense, ce sont des milieux très, 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 très liés. Essayons de voir ce qu'on est capable de faire. Et à ce moment-là, c'est assez précurseur dans le sens où les startups dans le spatial, déjà aujourd'hui, elles ne sont pas très nombreuses, mais encore à l'époque, on est en 2015, fin 2015, début 2016, à l'époque, il y a très très peu d'acteurs finalement. Oui, je pense qu'on est dans les premiers en France. On a été dans les premières startups spatiales, après on est devenu finalement une startup défense. Donc ouais. On a très vite finalement glissé du spatial à la défense. Et je pense que dans les deux écosystèmes, on est probablement les pionniers dans les premiers en France ou les premiers. Et donc oui,
Je pense qu'on l'a fait au bon moment, c'est-à-dire que à la fois on a été des fois pas très bien reçus, mais quand même c'était un moment, entre autres il y avait eu le rapport Fioraso dont on avait beaucoup parlé, il y avait eu côté DGA, Direction Générale de l'Armement, il y a eu des ouvertures, l'AID qui a été créée, donc on arrivait au bon moment où les gens voyaient l'intérêt de l'innovation par les startups et les sociétés innovantes. Peut-être que 5 ans avant, on n'a pas pu avoir la même trajectoire, je pense. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est Preligence, du coup ? Du coup, Preligence, aujourd'hui, c'est une société, donc on commercialise des logiciels d'intelligence artificielle pour la défense. Donc on est une société de fournisseurs de logiciels qui embarquons donc des solutions d'IA et on touche principalement des clients étatiques, donc renseignement et défense. Donc un exemple concret, et c'est là où on va voir le lien avec le spatial, c'est que notre premier produit, ça a été d'automatiser avec de l'intelligence artificielle du traitement d'images satellites, donc compter des avions sur des parkings, traquer des bateaux, des chars, etc. Donc, typiquement, par exemple, vous avez une base militaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir, à chaque fois qu'une image tombe, automatiquement compter s'il y a 5000 véhicules militaires, les classifier, 20 avions de chasse, 10 transports, 3 sous-marins, et tout ça automatiquement, très rapidement, et donc ce qui permet d'identifier rapidement aussi les changements et les événements anormaux. Donc, par exemple, vous avez une base, tout d'un coup, il y a 20, je sais pas, Sukhoi 27 qui débarque, qui est un modèle d'avion de chasse assez moderne. C'est pas normal, c'est quelque chose qui est nouveau, et donc là, on va renvoyer une alerte à l'utilisateur. Comment c'était géré avant, en fait, avant votre solution ? Donc avant ces solutions, maintenant en plus on se diversifie, c'est qu'on a commencé par l'imagerie satellite, puis maintenant c'est pour ça qu'on dit qu'une boîte d'IA, pour la défense, on n'est plus qu'une boîte d'imagerie satellite, c'est qu'on commence à aller vers d'autres solutions. Aujourd'hui, dans la défense, ils ont de plus en plus de capteurs, donc ils achètent des drones, des avions, des choses pour écouter des signaux électromagnétiques, etc. Et par contre, ils n'ont pas plus de gens pour regarder derrière. Donc comment c'est fait ? C'est des humains qui regardent à la main des images, des signaux, des données, qui essayent d'en sortir une information. Donc si on prend une image satellite, on a tous Google Earth. Vous regardez Google Earth sur Paris, parce que c'est des images qui sont très précises comme ça. Et puis vous regardez en haut à gauche et en bas à droite de Paris, et vous allez compter toutes les voitures. Donc il y a des dizaines, des centaines de milliers de voitures éventuellement sur Paris. Donc c'est des mécanismes qui peuvent prendre à la main plusieurs jours, et nous on automatise ça en quelques minutes. Donc ça a été une révolution un peu quand vous êtes arrivé, quand les acteurs vous ont vu arriver sur le marché, comment ils ont réagi en fait Alors ce gain de temps, j'imagine que c'est gain d'argent, sur tous les plans en fait. On va dire c'est plus qu'un gain d'argent, même c'est un gain opérationnel. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir tendance dans toutes ces données, comme elles sont traitées à la main, il y en a une grande partie qui finalement sont pas regardées. Ou finalement finissent pas à la poubelle, mais finissent sur une bande magnétique et puis elles sont pas regardées. Et donc c'est un gain opérationnel, puis ça en permet c'est le ministère de la Défense qui l'a dit, Florence Parly. On va voir des choses qu'ils n'auraient pas vues sinon. Donc ils vont pas supprimer les emplois à cause de nous, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est plutôt ils vont leur permettre voir plus de choses, et eux en plus de se focaliser sur leur métier qui est l'analyse, quoi. C'est-à-dire qu'un humain, quand il va analyser, il va dire il y a un avion qui est arrivé à cet endroit, ça veut dire que telle escadrille est en train de se déplacer de tel endroit à tel endroit, donc ils sont en train de changer leur posture, etc. Donc on est vraiment dans de l'analyse, et ça leur permet de faire de l'analyse stratégique ou tactique, de aussi raccourcir le cycle entre l'acquisition d'informations, la transmission d'informations et l'action. Et donc vraiment quelque chose de... Donc pour répondre à ta question aussi, on est très bien reçu et très accompagné par le ministère et nos clients. Par contre, c'est des gens qui sont aussi très exigeants. La défense... tu viens pas avec 70% de performance. Oui, il faut que tu aies 100 minimum. Voilà. Donc c'est des gens, ils sont bienveillants, mais il faut en permanence se remettre en question et démontrer, et être capable de montrer qu'on n'est pas là par hasard.
Au final, tu retrouves le côté perfection d'Airbus et justement, au final, cette expérience chez Airbus aussi t'apporte beaucoup là, sur ce sujet, quoi. Bah, c'est une des valeurs de la société, c'est l'exigence, quelque chose qui a aussi mon associé, je pense encore plus que moi, Arnaud. qui est extrêmement exigeant. Je pense que c'est indispensable parce qu'au bout du compte, il y a quand même des vies en jeu, il y a des décisions politiques ou militaires qui sont quand même super importantes. Et donc, on ne peut pas se permettre d'être moyen, quoi. On est obligé d'être C'est clair. Quelles ont été un peu les grandes étapes depuis la création de la société? Est-ce que tu identifies un peu des grandes étapes, l'évolution du produit depuis 2015? Il y a plusieurs grandes étapes, je pense j'en identifie pas mal. La première étape, c'est justement quand le ministère de la Défense et entre autres la direction du renseignement militaire à l'époque a ouvert ses portes pour ce qu'ils ont appelé un challenge à l'époque pour un peu à tout le monde, c'est-à-dire aux grandes entreprises, aux labos, aux startups, en disant voilà nos problèmes, comptez des voitures sur des images satellites, on le fait à la main, est-ce que vous pouvez nous aider? Donc ça c'était en 2017 je pense. Et donc nous on a été sur ce challenge, on l'a remporté. Donc on a pu montrer on était 4 à l'époque, on a pu montrer qu'on était capable d'être meilleur que performant, ouais. D'être meilleur que tout le monde en France, et des grandes entreprises, des labos, etc. Tout simplement. Voilà, donc on a gagné ce challenge. Et ça c'est la première étape, ça a été le pied dans la porte de la défense. Et une fois qu'on est rentré, on est devenu accro. Et c'est là qu'on a transitionné un peu de l'image satellite pure à la défense. Ensuite, je pense qu'il y a un grand moment qui me marquera toujours, c'est que donc on a développé ces systèmes, prototypes, etc. Et puis on a été déployer le premier système à l'échelle en environnement confidentiel sur des données, donc sur les données du client, des données classifiées. Et on l'a fait en plein Covid. Et je me souviens donc, je pense que c'était en avril 2020, c'est ça le Covid, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Juste après mars. Ouais, voilà. Ah oui, c'était en plein. Et prendre l'autoroute pour aller dans cette base militaire avec les bases vides, cette ambiance de fin du monde. Et à deux, on a été déployer ce système opérationnel chez le client pour la première fois. Et ça a été un énorme moment. Le moment où tu tournes la clé entre guillemets et où tu vois le système démarrer et que tu vois les images vraiment de satellites espions quoi, qui débarquent sur ton système dans un bunker, ça fait quand même c'était 2 ans de travail. Forcément un peu d'émotion, même s'il faut quand même rester... Honnêtement c'était très très émouvant. Ouais. Franchement c'était... C'est une grande étape pour le développement de Preligence. Ouais, c'était une grande étape. Et puis, il y en a eu plein, il y a eu les levées de fonds, il y a eu les... Vous avez levé 23 millions au total, je crois, c'est ça? Voilà, on a levé assez peu, finalement, par rapport à d'autres. On est assez, je pense, assez efficace, parce qu'aujourd'hui, on est quand même 200. Donc, je pense que des boîtes à 200, des startups à 200 sur Paris qui ont levé aussi peu, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc, on est assez capital efficient, comme on dit. Aussi parce qu'on est capable de rentrer beaucoup de chiffre d'affaires du contrat. Donc, lever c'est quand même vendre du capital, donc on le fait avec parcimonie quand on en a besoin, avec parcimonie, et donc c'est aussi ça des moments assez importants, en particulier on va dire les tailles d'équipe qui vont grossir, c'est-à-dire qu'en ce moment en 2020 quand on a été déployé on était une 30 ou 40, aujourd'hui on est quasiment 200, et donc ces moments, il y a des moments où par exemple aux anniversaires de boîtes ou aux emménagements des locaux quand on déménage. Sur les photos. Voilà, sur les photos, où on a des fois on se dit, mais putain, il y a je sais pas, même pas 6 mois, on était 2 fois moins, quoi. Et là, on voit tous ces gens qui nous font confiance, qui veulent travailler avec nous. Des gens, des fois, extrêmement brillants, ou avec des carrières stratosphériques et qui acceptent de venir dans cette société. Et donc ça, c'est quelque chose qui rend toujours hyper fier, quoi. Ouais, une accélération assez rapide, finalement. Et... justement, pour parler de la pandémie, quel a été un peu l'impact, s'il y en a eu un, de la pandémie sur votre business? Est-ce qu'il a été positif, négatif? Est-ce que tu peux m'en parler? Nous, l'impact, il a été, au niveau business pur, il a été assez faible. C'est-à-dire que parce qu'on est sur des cycles longs, des contrats, des engagements multi-annuels et des clients qui ne s'arrêtent pas de travailler parce qu'il y a une pandémie. Au contraire,
malheureusement, les périodes d'incertitude sont les périodes où ils travaillent le plus. C'est clair. Comme c'est leur rôle d'ailleurs, de nous protéger des périodes d'incertitude. Par contre, là où ça nous a fait changer, un petit peu comme beaucoup de sociétés, c'est sur le télétravail. Où moi je venais d'Airbus, on associé d'Areva, donc on n'avait rien contre le télétravail, mais c'était juste pas dans nos mœurs. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, toute la société en télétravail, et on s'est rendu compte qu'en fait, qu'on travaillait aussi bien, voire mieux. Et donc ça a changé complètement notre philosophie, et donc aujourd'hui maintenant, comme beaucoup de sociétés, on est hyper ouvert au télétravail et au remote work. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme, je pense, qu'on a vu en quelques années sur le milieu des startups et de la tech parisienne. Ouais, aujourd'hui, vous êtes complètement hybride, vous avez des locaux physiques, mais vous êtes aussi en distanciel sans problème. Ouais. Vous avez, Beaucoup de gens, alors on a des choses qu'on est obligé de faire dans les locaux physiques, bien entendu, mais on a aussi beaucoup de gens qui aiment travailler, avoir des locaux, et donc on pense même à ouvrir des hubs en province pour que les gens qui soient en remote, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas travailler à Paris, qu'ils aient des locaux physiques aussi. Qu'ils aient des locaux physiques aussi avec qui ils vont travailler s'ils ont besoin. Donc c'est dans les cartes. Ok, super. Concernant Preligence, vous avez aussi créé une charte éthique qui du coup est liée aussi à une législation, le fait de ne pas pouvoir travailler avec n'importe qui. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette charte et qu'est-ce qu'elle limite sur votre business justement? Alors, comment dire, par rapport à ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on fait des choses assez sensibles, bien entendu, des systèmes qui, dans de mauvaises mains, pourraient être mal utilisés. Donc, nous, en interne, on est assez restrictifs sur nos clients, même plus restrictifs que la loi. Pour moi, c'est des enjeux par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire que Arnaud et moi, éthiquement, on ne veut pas faire n'importe quoi. On se sent investi d'une certaine responsabilité. C'est des technos qui peuvent être mis dans de mauvaises mains. Nos investisseurs sont pareils. Et puis, on va dire, on a beaucoup de jeunes générations qui sont très investis dans la mission, mais qui sont très investis aussi dans le sens de la mission et qui veulent que ce sens soit dirigé vers, on va dire, des pays alliés à la France. Donc, on se retrouve tous derrière ces valeurs. La charte éthique, c'était de mettre sur le papier ce genre de choses. Pour que ce soit ancré dans la société et aussi le mettre aussi d'un point de vue technique. Parce que l'intelligence artificielle, c'est un mot valise qui ne veut pas dire grand-chose en vrai, et qu'en fonction de la technologie, le degré de réactivité que tu dois avoir, le degré de compréhension de ce que fait la technologie, tu ne vas pas utiliser la même technologie. Si tu comptes des avions sur des images ou si tu orientes un pilote dans son évaluation de la menace, tu vois que c'est pas le même impact que tu vas avoir sur la personne, sur éventuellement à la fin l'ouverture ou non du feu, des choses comme ça. Donc c'est des choses sur lesquelles on fait très attention et sur lesquelles on utilise des technologies qui correspondent éthiquement à ce qu'on a envie de faire. Donc en termes d'explicabilité, en termes de compréhension de la technologie, etc. On va parler du produit, forcément, enfin des produits plutôt. Est-ce que tu peux me parler justement de toute cette offre que vous proposez? Et puis on parlera aussi un peu forcément de ce mot valise qui est intelligence artificielle, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Mais est-ce que tu veux me parler des produits que propose Preligence? Alors, donc le produit dont j'ai un peu parlé, c'est le produit d'analyse d'images satellite, qui est celui sur lequel on communique plus. On a aussi un produit de cartographie automatique, où à partir d'images satellites encore, on va produire des cartes automatiquement. Donc c'est pareil, c'est des choses qui prenaient des fois des semaines ou des mois littéralement, et aujourd'hui on arrive à faire gagner plusieurs facteurs d'échelle, enfin 2-3 fois le temps à des utilisateurs. Ensuite on a d'autres produits sur lesquels on communique pour le coup un petit peu moins, mais qui sont toujours et qui vont utiliser d'autres données que l'imagerie satellite, et qui sont toujours un petit peu sur la même philosophie, qui est de dire j'ai plein de données, mais en tant qu'analyste de renseignement ou en tant que commandant ou en tant que chef des opérations, si je suis un militaire, je veux savoir où je dois mettre mon attention, parce que si je regarde tout, c'est impossible. Donc en fait, notre IA, qu'est-ce qu'elle va faire? En général, elle fonctionne en 2 temps. D'abord, on va détecter les trucs qui nous intéressent. Donc, par exemple, sur l'image satellite, c'est les avions, mais tu pourrais imaginer d'autres signaux, tu détectes d'autres choses. Et puis après, si ces trucs qui nous intéressent se retrouvent dans un comportement anormal, donc par exemple, il y a une arrivée d'avion, ou il y a un sous-marin qui part, ou il y a des choses comme ça, et bien là, on va renvoyer une alerte, on va pop-up, on va dire, tu peux imaginer un point rouge qui te dit attention, toi, en tant qu'analyste, en tant que chef, en tant qu'opérationnel, il faut que tu ailles regarder à cet endroit-là, il faut que tu ailles regarder ce bout de la donnée, parmi ton énorme lac, parce que c'est là où il se passe un truc intéressant. Nous, on ne va pas interpréter pour lui, on ne va pas lui dire c'est ça qui se passe, il faut que tu agisses comme ça. On va lui dire
on pense que là, il y a un truc intéressant qui se passe, on te conseille d'aller voir en premier ici. Et donc, vraiment, vous remontez une information. Voilà. Et on met l'humain dans la boucle, quoi. C'est pas du tout le bypasser, c'est plutôt lui dire, voilà, il a plein d'informations qui arrivent au même niveau de pertinence. Et donc là, il va être un petit peu perdu. Nous, on va lui dire, donc les hiérarchise un peu. On te dit, cette information-là, elle nous paraît plus pertinente, donc traite-la en priorité. Et ça, on le fait sur différents niveaux, différents classements et différents types de données, quoi. Ok, super intéressant. Est-ce que tu veux me présenter un peu Preligens en quelques chiffres? Alors en quelques chiffres, on peut dire c'est à peu près de. Alors ça change, je te dis à peu près, ça change tous les jours, c'est 200 salariés, c'est 100 ingénieurs, ce qui est énorme pour une boîte tech à Paris. C'est-à-dire que souvent les boîtes qui ont une centaine d'ingénieurs ont plutôt. Je crois que vous êtes les premiers en Europe en termes d'effectifs consacrés uniquement à l'intelligence artificielle. Ouais, je pense que on est littéralement la plus grosse sur Paris si on enlève les GAFA et probablement la plus grosse en Europe sur les sujets d'intelligence artificielle, avec une centaine d'ingénieurs sur le sujet. Et en termes d'autres chiffres, ce qu'on peut dire c'est aussi 15%, c'est le nombre d'anciens militaires qu'on a chez nous. C'est-à-dire que c'est aussi que je trouve intéressant comme aventure humaine, c'est qu'on met vraiment différents mondes. Donc on a des anciens militaires, des anciens analystes de renseignement, des anciens généraux, des anciens officiers des forces spéciales qui nous rejoignent. Des réservistes aussi. Des réservistes, beaucoup de réservistes, pour nous apporter leur connaissance du milieu et qu'on voit en face des ingénieurs software en pull à capuche ou des data scientists. Et donc ça fait un mix super intéressant. J'imagine beaucoup de passionnés finalement. Je pense que c'est un des critères. C'est un des critères, puis c'est un des choses qui caractérisent la société, c'est que beaucoup de gens sont passionnés par ce qu'ils font, que ce soit la technologie, que ce soit la mission, que ce soit le fait de faire avancer, de faire avancer la science aussi dans ces parties-là. Donc on a vraiment un environnement assez divers, mais avec une cohérence vers la mission et vers, on va dire, aider à rendre le monde plus sûr. Ça paraît être des mots, mais nous, on y croit vraiment, donc on n'hésite pas. Quels sont les objectifs futurs dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, en termes de vision, en termes de business, mais aussi en termes de recrutement, potentiellement? Je vais commencer par le dernier. Nous, on a plus d'une centaine de postes ouverts aujourd'hui. Donc le but, c'est encore de continuer à grossir fortement. Quasi doubler l'effectif. Voilà, quasi doubler l'effectif en plus. En particulier pour passer à l'échelle, que ce soit dans notre marché intérieur français. Moi aussi, on est beaucoup à l'export. Passer à l'échelle aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, dans les... Oui, puisque vous avez des filiales aussi dans certains pays. Donc on a beaucoup de filiales. On travaille aujourd'hui en Asie, donc aux États-Unis, en Angleterre et puis à l'OTAN en tant qu'organisation. Donc c'est passer à l'échelle ces organisations. Ça c'est un premier objectif. Et puis scaler évidemment aussi le chiffre d'affaires associé à l'export. Aujourd'hui, on va dire on reste quand même majoritairement de notre chiffre d'affaires sur la France. Et on a un objectif fort de se diversifier, d'avoir un équilibre entre le chiffre d'affaires export et le chiffre d'affaires France. Et je pense qu'on est très bien parti pour ça, puisqu'on a aujourd'hui beaucoup de pilotes à l'étranger où on voit un fort intérêt et où les choses sont en train d'avancer. On va passer à la partie bilan, avec 2-3 petites questions, un peu bilan de ton aventure. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette aventure entrepreneuriale ? Je pense que le plus difficile, ce qu'on sous-estime beaucoup en tant qu'entrepreneur quand on se lance, tu pourras me dire, puisque tu es aussi entrepreneur, c'est les sacrifices perso qu'on doit faire. C'est-à-dire que quand on entreprend, surtout au début, on va dire les 3-4 premières années, ça devient la chose la plus importante de ta vie. Et donc si tu veux que ça réussisse, il faut que ça devienne la chose la plus importante de ta vie, parce que c'est extrêmement dur. Donc c'est pas seulement une question d'investissement de travail, c'est pas une question de sachet qu'on allait beaucoup bosser, tout le monde se doute bien, ou de stress, c'est se dire les amis, la famille, pendant un temps ça va passer après.
Et ça, c'est pas quelque chose que tout le monde a... Enfin, moi, j'avais pas intellectualisé ça comme ça, pour être honnête. Donc ça, c'est quelque chose de difficile. On se rend compte que des fois, non, en fait, malheureusement, pour un bout de temps, ça passe après. Ouais, c'est clair, surtout au début. Surtout au début. Mais le début peut être long. Et le début peut être long. Et de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui ? Honnêtement, et je dis on parce qu'on est complètement d'accord avec mes associés qui sont Arnaud et François. Aujourd'hui, c'est vraiment l'équipe. C'est-à-dire qu'on a pu avoir à la fois une diversité de gens, mais aussi des gens d'un niveau vraiment extrêmement brillant qui nous rejoint et qui sont tous ultra engagés, des fois presque plus que nous ou autant que nous dans cette société, et ça fait un plaisir fou, et puis ça rend super humble. Et c'est marrant, le premier salarié qu'on a embauché, ça s'appelle Tuc Duhal, c'était un polytechnicien, doctorant en astrophysique au CEA, il aurait pu littéralement aller travailler où il veut, et il avait déjà choisi de venir chez nous. Donc ça fait super plaisir. Et pareil, toujours aujourd'hui, on a des gens qui choisissent de venir chez nous avec des CV, avec des opportunités de carrière qui sont démentielles. Et ça, comme au premier jour, ça me rend toujours... ça me fait toujours extrêmement plaisir, et ça me rend toujours une certaine humilité en me disant ces gens-là exceptionnels acceptent de venir travailler chez nous. Donc ça doit être qu'on doit faire quelques trucs bien. C'est clair. Comment tu vois l'évolution du spatial en France depuis 2015 ? Comment tu vois cette évolution avec de plus en plus d'entreprises, même si effectivement l'écosystème reste encore petit ? Comment tu vois cette évolution ? C'est une évolution qui est complexe, surtout que depuis 2-3 ans, c'est vrai qu'on suit un petit peu moins le spatial, mais quand même dans ce qu'on voit, parce qu'on connaît beaucoup Ensenlab, on connaît beaucoup d'Exotrail, d'autres sociétés du spatial, les startups, ce qu'on appelle le New Space, est en train de prendre une place. Je pense que maintenant, des gens qui pouvaient être dénigrés un petit peu ou dire c'est des petits qui arriveront jamais à rien, maintenant se rendre compte de la place et de l'importance de ces gens-là, et que ces gens-là peuvent aller marcher sur les plates-bandes de gros. C'est clair. Malgré tout, on reste convaincu que l'effort public, l'effort européen et l'effort des institutions est pas toujours... j'ai pas l'impression que la prise en compte du changement est encore faite à 100%, ce qui est aussi normal, puisque ça prend du temps de changer les choses, et des grosses institutions mettent du temps à changer, c'est structurel. Oui, il y a forcément encore une marge de progression. Il y a encore une marge de progression, mais on voit qu'on a toujours... Par exemple, le sujet Ariane 6, il y a un vrai bouleversement. Je ne sais pas si vous avez suivi Ariane 6, mais il y a eu des bouleversements avec la place du CNES, la place d'Airbus, etc., la place d'Ariane Espace. On voit ça aussi sur les nouveaux programmes d'observation de la Terre comme Pléiades Néo, où il y a eu pareil des bouleversements en termes de quelle est la place de l'institution publique, quelle est la place des industriels, quelle est la place des startups. Et ça, ce bouleversement, il n'est pas fini. Et je pense qu'il va continuer à avoir du retournement. Ce bouleversement va s'accélérer, parce qu'il s'est accéléré énormément. On l'a vu aux US avec par exemple SpaceX, qui fait beaucoup parler, mais avec d'autres comme Planète Lab, par exemple, qui fait de l'observation de la Terre, et je pense que ce bouleversement va continuer à s'accélérer, et je pense que la prise de conscience n'est pas toujours là. Certains espèrent encore voir les startups comme on va dire un sous-traitant ou un labo d'innovation. Une société qui va se faire racheter par la suite. Qui va se faire racheter ou intégrer par un gros ou par on va dire le CNES et Airbus qui vont... Ça va pas être comme ça. C'est-à-dire... C'est ni un jugement de valeur ni rien. Les gens, chacun a le droit de penser ce qu'il veut en termes de ce qui est bien ou mal, mais ce qui va se passer, c'est pas ça. Ce qui va se passer, c'est que des gens comme Ensenlab, des gens comme Exotrail vont littéralement piquer le business à ces gens-là, qu'ils soient des grosses entreprises ou des institutions, et que ces grosses entreprises et institutions doivent apprendre à traiter ces boîtes, même si elles sont un peu plus petites en termes d'effectifs, mais elles sont souvent aussi grosses en termes d'ambition. Elles doivent apprendre à les traiter d'égal à égal, sinon ça va pas marcher. Il va y avoir de la friction. Ouais, c'est super intéressant. On va pouvoir passer à la partie rencontre, mindset et entrepreneuriat, qui est l'avant-dernière partie de notre échange. Est-ce que tu peux me parler d'une ou deux rencontres qui ont marqué ton aventure ?
Je sais que des rencontres, il y en a plein. Ouais, est-ce que tu peux m'en citer une ou deux? Une première, c'est quelqu'un qui s'appelle Michel Courtois, qui est un ancien patron du CNES et de l'ESA, qui est très, très actif, ou qui était très actif dans le milieu du New Space. Maintenant, je sais plus, donc je le parle au passé. Qui était un retraité, pourtant, on va dire, venant du traditionnel, mais qui était extrêmement actif dans le milieu du New Space et qui avait une agilité d'esprit et des conseils qui étaient extrêmement pertinents, tout en ayant un franc-parler qui me faisait moi, toujours rire. Il était capable de... Les quelques fois où on a discuté avec lui, il était capable de dire des choses de manière franche et honnête et directe, qui décontenançait tout le monde, mais avec une pertinence exceptionnelle. Donc on voyait que c'était un cerveau brillant. Une autre personne, une deuxième rencontre, c'est Octave Klaba, qu'on a rencontré première fois il y a... Voilà, d'OVH, fondateur d'OVH. On a rencontré la première fois il y a quelques années, qui a investi ensuite dans la société un petit peu, et que j'ai quelques contacts avec lui régulièrement, et qui m'a beaucoup impressionné en termes d'humilité et d'accessibilité. C'est quand même quelqu'un qui a fondé sa boîte au moment où les startups n'existaient quasiment pas, qui l'a porté à un niveau aujourd'hui en bourse. Un des plus grands entrepreneurs tech français. Voilà, on peut le dire, un des plus grands entrepreneurs tech français. Et c'est vrai qu'on le voit arriver, il est hyper humble, en t-shirt, il se tutoie, il se fait tutoyer. C'est un passionné, quoi. Il est passionné, il est super sympa. Et, et aussi, on voit que là-haut, ça réfléchit quand même très très vite. Et donc, c'est quelqu'un qui est, je trouve, hyper inspirant, quoi, parce que je pense qu'il est exactement pareil que quand il a fondé sa boîte, je sais plus combien de temps, mais il y a une vingtaine d'années. Un moment. Ouais. Et je pense qu'il n'a pas vraiment changé en fait en termes de personnalité, il est toujours le même, et c'est super, quoi. C'est important d'avoir des références comme ça, quoi. Quelles sont tes sources d'inspiration, les gens qui t'inspirent, les sujets qui t'inspirent aujourd'hui? Je vais prendre un exemple, c'est une société, enfin une organisation, je crois que c'est une ONG qui s'appelle Ocean Cleanup. Ça me dit quelque chose. À Amsterdam ou en Hollande. Je ne sais pas si c'est sur Amsterdam, qui a été fondée par un jeune qui avait 17 ans à l'époque et qui s'est dit je vais nettoyer la planète du plastique. Qui est un peu à 17 ans complètement. Tout le monde lui gros disait challenge. Qu'il n'y arrivera jamais. Et ben, c'est quelqu'un qui a réussi à faire des trucs, il a réussi à produire des systèmes qui aident, qui continue à avancer. Et ce que je trouve hyper inspirant, c'est des gens comme ça qui croient à une mission, à une idée, même si sur le papier ça a l'air quand même un petit peu impossible, mais ils disent je vais trouver un moyen de le faire, et en général c'est un peu vrai, à la fin on trouve un moyen de le faire, même si c'est pas exactement ce qu'il avait prévu au début, même si c'est pas exactement ce qu'on voulait faire. La volonté ou la persévérance de certaines de ces personnes sur des sujets très difficiles, très techniques ou très ambitieux, je trouve ça assez inspirant. D'aller chercher vraiment le challenge, plus que c'est-à-dire je vais aller là où il y a de l'argent, je vais aller là où c'est facile. C'est des gens qui dans tous les cas vont impulser le changement, peu importe le résultat. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est et surtout en ayant derrière une cause, c'est-à-dire que c'est pas alors je connais pas ses motivations, mais à ce jeune homme, mais où tu sens qu'il le fait parce qu'il y croit et pas parce qu'il veut être le plus riche, le plus puissant, ou être le premier sur Instagram. C'est parce qu'il croit que ce truc qu'il est en train de faire, c'est important. Et qu'il pense qu'il peut y arriver, et donc il se met en ordre de bataille, il arrive à inspirer des gens, il arrive à inspirer des financements, il arrive à inspirer de la technologie, et puis pour à la fin avancer sur le sujet. Et même si à la fin en fait ça marche pas, le fait de trouver l'énergie pour faire des choses comme ça, moi je trouve ça hyper inspirant, parce que finalement il y a beaucoup d'entreprises qui se créent. Je trouve que des fois il y a un petit peu de manque de sens dans certains. Il y a un peu de course en avant à la levée de fonds, à la plus chercher l'impact que l'impact n'est pas c'est d'ailleurs j'étais à France Digital hier, c'était quelque chose dont parlait le patron de Blablacar. L'impact c'est hyper important pour lui, et je pense que c'est
c'est quelque chose que, en tant qu'entrepreneur, que je trouve super important, c'est l'impact. Peut-être plus que la valorisation ou la levée de fonds, qui est finalement quelque chose d'important, mais qui est un outil. Qui est secondaire. Ouais. Est-ce que tu peux alors, avant de passer à la dernière partie de notre échange, est-ce que tu peux me donner un conseil aux entrepreneurs qui nous écoutent et potentiellement à des gens qui voudraient se lancer dans le New Space, tu vois? Mon conseil, c'est de savoir changer d'avis, parce que votre première idée, elle est probablement nulle. Donc, ce qui est important, les gens ont l'impression que, je sais pas, je connais pas Mark Zuckerberg, mais les gens ont l'impression que on se réveille, on a l'idée de génie. Je vais fonder Facebook. Ça marche pas comme ça en fait. Donc, peut-être ça a marché pour Mark Zuckerberg, je ne connais pas, mais pour la majorité des entrepreneurs, ça marche pas comme ça. C'est que tu as une envie de créer une boîte et donc tu vas travailler. Et en travaillant, tu vas avoir une idée, tu vas trouver un marché, tu vas avoir ce genre de choses. En fait, c'est pas quand on me dit je voudrais bien fonder une boîte mais j'ai pas d'idée, l'idée elle va pas venir comme ça. L'idée va venir en travaillant et donc tu vas pas pouvoir travailler sur ton idée si à côté tu as un job en CDI, si à côté d'autres choses. Donc à un moment il faut se lancer, il faut se dire j'ai une idée, ok, mais cette idée est peut-être nulle, peut-être je vais en changer d'idée dans 6 mois, c'est pas grave. L'important c'est de se dire ok, j'ai un secteur, j'ai quelque chose qui m'intéresse, j'ai un impact que j'ai envie d'avoir, et maintenant je bosse et puis je vais trouver quelque chose qui marche à la fin, quoi. Puis l'idée elle va se façonner avec le temps, au fil des mois, au fil des années. Donc c'est clair que l'idée de base va jamais ressembler au projet quelques années plus tard et potentiellement à la fin. On passe à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, tu as évidemment le temps d'y répondre. Est-ce que tu as un livre à me conseiller ? Alors j'en ai lu beaucoup des livres de start-up, tout ça et tout. Des fois je suis un peu déçu parce que... Alors même de fiction, hein. Pas que business. Hein. Mais quand même celui-là je vais le retrouver. Ça s'appelle Impactful Management, je crois, par l'ancien patron de Intel, que je trouve super intéressant parce que il est pour le coup pas trop bullshit comme on peut avoir avec beaucoup dans le business. Et c'est un livre qui est vraiment très concret, très appliqué et très juste, et qui donne plein de conseils pour manager avec impact et pour on va dire décupler finalement la force de tes équipes, quoi, quand tu diriges. Je me le note et puis on le mettra en description de l'épisode. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ? Bien entendu, une série que j'ai adorée, c'est For All Mankind. C'est une série sur la conquête de la Lune et qui est à la fois du spatial, à la fois du géopolitique, puisque c'est une uchronie où l'histoire c'est que qu'est-ce qui se passe si les soviétiques avaient été les premiers à mettre la... J'en ai entendu parler, ouais. Donc, bien entendu, moi ça me parle, quoi. Il y a un peu de géopolitique, il y a un peu d'espace, il y a la conquête de la Lune. C'est un bon combo. J'adore. C'est quoi ta musique du moment ? Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment pour travailler, pour te motiver ? Alors j'écoute pas de musique en travaillant parce que j'arrive pas à me concentrer. Okay. En même temps, je suis plus podcast que musique. Ouais, ça me va très bien. J'aime bien les daily sur Spotify où il y a un mix de podcasts et de musique. Donc voilà. Ok. L'avant-dernière question, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour de futurs épisodes ? Pareil, il y en a plein. Peut-être que t'as... Alors, je vais essayer de trouver des gens que t'as pas... je sais pas si dans ton parcours spatial et défense, je pense que les gens d'Exotrail, qui sont une société qui fait des mini-propulseurs de satellites, assez intéressante. Parce que c'est pareil, c'est une idée un peu fou. C'est 3 gamins ils sortaient d'école, donc c'est pour ça que je dis des gamins, ils sortaient de Polytechnique, donc c'est pas n'importe quelle école, mais quand même. Ils se sont dit qu'ils allaient faire des mini-propulseurs plasma de satellites. C'est ouf. Et maintenant, ça marche. Donc je trouve ça assez fou et c'est des gens assez inspirants à aller voir. Ce sera peut-être le 3e épisode sur le spatial du podcast. Et puis la dernière, c'est quoi pour toi un entrepreneur ? La question est vaste, mais je pense que avant tout, c'est quelqu'un qui se satisfait pas du statu quo. Il faut avoir... Quand on voit un truc qui marche pas, il faut avoir le changer. Et c'est ça qui fait un bon entrepreneur. C'est quelque chose de fondamental pour moi, quoi. C'est en particulier en tech.
Si on se satisfait d'un truc qui marche pas, on ne sera pas heureux dans ce boulot. Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup Renaud pour cet échange. Merci à toi. On retrouve Preligence, pareil, on aura tous les liens en description pour être un peu plus curieux sur le business, sur votre business, même si on a bien parcouru quand même vos produits et votre solution. Et puis à bientôt sur Serial Entrepreneur. Merci, à bientôt. Salut.